Il est dans un état extrêmement détruit, enfermé. Il le soutient, il l'aidera, mais il est peut-être pas absolument d'accord au fond. Qu'est-ce que ça veut dire? Lève-toi. Ce que j'aime avec les méchants de Batman en général, comme avec le Joker d'ailleurs, c'est qu'ils ont tous quelque chose de très humain finalement. Au fur et à mesure, dans le 3, les masques tombent et la vérité se révèle. À la fin du 2, Bruce Wayne a perdu la femme de sa vie et il décide de disparaître, d'endosser les crimes pour disparaître. Et ce qu'on apprend au début du 3, c'est qu'il a considéré pendant qu'il n'avait plus rien à faire dans Gotham, il n'avait plus rien à voir avec le monde, il s'est complètement reclus. Et il est complètement brisé. C'était pour moi les scènes les plus difficiles à doubler du film. Qu'est-ce que t'attends? Christian Bale est un comédien tellement riche et tellement juste et dense dans ses intentions qu'il y a 4 phrases et il y a une trentaine d'intentions, d'émotions différentes dans les phrases. J'ai dû perdre mon ticket. Votre femme a dit que vous alliez rentrer en taxi. Ma femme? Quand il retrouve Catwoman qui vient de casser son coffre-fort et de piquer son collier de perles, le collier de perles de sa mère, c'est d'une subtilité ce qu'il joue, c'était incroyable. C'était vraiment costaud. Donc non seulement il est cassé, mais il reste un mec extrêmement brillant, qui est dupe de rien, mais qui s'amuse de la vie quand même. C'est-à-dire qu'à un moment, dans la scène, l'œil s'illumine. Dès le début, il est intrigué par ce que fait cette femme, il a tout compris dès le départ. Il sait que le coffre est ouvert, etc. Et son œil s'éclaire à un moment. Et ça, faut trouver l'émotion juste là-dessus. Le ton juste, l'intention qui donne ça. Paf. La motivation qui l'amène à devenir ce personnage, ce vengeur, n'est pas du tout la même dans les 3 films. Et c'est pour ça que la voix est un peu différente dans le 1 que par rapport au 3. C'est que il y va, il agresse vraiment, il cherche à faire peur, il doit imposer le personnage. Quand il revient de sa formation, il impose le personnage. Et c'est une voix qui est vraiment beaucoup plus brutale et plus sombre dans le 1. Dans le 2, ça devient déjà plus nuancé, il est plus stratégique, il a des dialogues avec ses adversaires ou ses partenaires qui sont plus intelligents, qui sont plus stratégiques, plus diplomatiques. Et l'arrivée de ce méchant terrifiant dans le 3 l'amène à prendre une autre posture. Monsieur Wayne. Doubler le seul personnage effectivement qui a réussi à briser le Batman et qui n'a jamais été vaincu, en tout cas dans la BD, par Batman, je suis très fier. Je connaissais déjà ce personnage étant, comme je vous l'ai dit, fan de comics. Moi je connaissais bien la BD Nightfall et Batman vs Bane avec les origines de Bane. C'est un personnage que je trouvais super intéressant parce qu'il a un vrai passé. C'est de toute façon, voilà, moi je trouve que Batman et les méchants qui vont avec, c'est le comics le plus psychologique qu'on puisse trouver. Donc on a affaire à un vrai, comme pour le Joker, on a affaire plus à des sociopathes, à des vrais psychopathes, qu'à des personnages purement méchants, voilà, pour en faire valoir du héros. Donc ouais, j'étais très fier moi d'interpréter Bane. Tom Hardy, en tant qu'acteur, justement en transformation physique, il est très fort, comme Christian Bale d'ailleurs. Quand on voit une photo de avant et après au moment de Batman, il a pris, je crois, 14 ou 15 kilos de muscles. C'est vrai que le personnage de Bane dans la BD, dans Nightfall par exemple, il est absolument gigantesque. En plus, quand il s'injecte le venin, voilà, c'est carrément, ça devient une montagne. C'est quand même très très fort pour un acteur d'avoir le visage aux 3/4 masqué, la voix trafiquée, et d'arriver à encore exprimer des choses. Il a des yeux extrêmement expressifs dans le film. Il part dans la folie, il part il y a même des moments où il est touchant, cette scène dans le puits, dans la prison, où il explique qu'il a grandi là et que c'était facile. Tout le monde rêvait de s'échapper. Il y a vraiment un moment où
il reste dangereux, mais il arrive à l'humaniser finalement. Voilà, les monstres n'existent pas, il n'y a que des êtres humains. C'est un être humain brisé par plein de choses. Quand on connaît un peu son histoire, il est devenu comme ça, il n'a pas forcément choisi de le devenir. Mais qui êtes-vous? L'expiation de Gotham. Quand j'ai entendu le travail de Tom Hardy sur le film, que je trouve exceptionnel, c'était la première fois que je me disais que je ne pouvais pas coller complètement à ce qu'il avait fait, dans le sens où il module tellement sa voix, il part dans des directions complètement improbables, ce qui rend le personnage dangereux, inquiétant, etc. Si j'avais complètement collé à ça, je pense qu'on serait passé à côté. On ne peut pas jouer pareil en anglais qu'en français, de toute façon, on ne respire pas pareil. Les rythmes ne sont pas les mêmes, on joue en anglais sur les accents toniques, qu'on n'a pas en français, qu'on a en espagnol par exemple. Mais là, il y avait encore autre chose. C'est la première fois où j'ai dû vraiment essayer de trouver un truc à part qui se rapproche, qui rende... J'ai essayé de rendre honneur le plus possible au travail de Hardy. Mais si j'avais respecté toutes ces intonations et tout, je serais parti dans quelque chose dans une espèce de voix, de tragédien, comme ça. Ça n'aurait pas collé. La scène qui m'a le plus posé de problème dans l'interprétation, c'est la scène dans le puits, dans la prison, où justement d'un seul coup il est très humain, où ça devient vraiment, il y a une introspection, il parle de ses souvenirs et machin, il y a un côté très mélancolique, etc., etc. Cette prison en Inde, c'est aussi encore une fois une allégorie, c'est sortir de la condition, de l'état dans lequel tu es tombé. Tu tombes au fond du trou, il faut t'en sortir. C'est pas plus complexe que ça. Il est très paternaliste, Alfred. Il n'hésite pas dans le 2 et dans le 1 et le 2 à le recadrer en disant tu vas faire le couillon sur les toits de la ville avec ta Batmobile, ça suffit, c'est pas pour ça que tu as pris cette posture-là. Au tout début, quand il recueille l'enfant, il remplace un peu tout le monde. Il remplace à la fois le père, le professeur, le maître, la nounou aussi. Et son but, c'est de faire de cet enfant quelqu'un de bien, je crois. C'est pour ça qu'il n'a pas, disons, les défauts d'un père qui serait trop tendre, trop laxiste avec lui. Il est très exigeant vis-à-vis de lui. Vous m'êtes aussi cher que vous l'étiez à vos pères et mères. Je leur avais fait le serment de vous protéger. Et je ne l'ai pas fait. Cette croisade, il la prend plus comme quelque chose de positif pour l'enfant, de façon à ce qu'il ait sa propre expression, sa propre affirmation de lui-même. Je ne suis pas sûr qu'il en approuve le fond. Alfred n'est pas contre. Hein. Il est comme tout parent qui s'inquiète du devenir de son enfant. Il se dit ok, tu vas remettre les doigts dedans, c'est chaud, y a des risques et te connaissant, je sais que tu iras jusqu'au bout. Il le freine justement parce qu'il sent que quelque part, si Bruce veut reprendre ce Batman, ce n'est pas vraiment pour un idéal qu'il avait au départ, mais que c'est une façon de faire une fin. Et il en a peur. Donc leur relation, elle évolue avec leur âge respectif. Et à un moment, Alfred, il décide de baisser les bras. Il dit « Ok, je t'ai apporté ce que je pouvais t'apporter, maintenant je ne peux plus rien t'apporter. » S'il le quitte au moment où effectivement Bruce veut reprendre l'aspect Batman, le costume de Batman, c'est en pensant que peut-être ça le dissuadera et surtout que ça l'empêchera d'aller trop loin justement par ce désir d'en finir avec lui-même. Mais il ne peut pas être témoin de cette fin qu'il pressent et qu'il craint, parce que c'est aussi l'échec de toute sa vie à ce moment-là. C'est toujours très émouvant de voir une scène comme ça, parce que on se dit qu'est-ce que je vais en faire. Tu vois, sous la direction d'un directeur artistique comme Michel Derain, il est très précautionneux, très attentif, donc il est à l'affût de ce qui va se passer, Michel. Et donc Frédéric regarde la scène, parce que c'était plutôt sa partition. Et à un moment, là, Michel me dit « Tu veux la revoir ?»
Je lui dis non, j'y vais. Et à la fin, il y a eu un silence. Et Michel m'a dit, bon, eh ben, on n'y touche pas. Je ne sais pas s'il y avait des choses qui étaient peut-être un peu limites, mais moi, j'étais en larmes à la fin. Et tu sais, quand il y a une émotion aussi forte, c'était beau, on était tous les deux liquides. On réécoute la scène, c'est ce qu'il venait d'enregistrer. Et puis moi, j'ai accroché sur un mot, je ne sais plus ce que c'était. Et donc, il y avait un truc qu'il fallait que je refasse. Et l'émotion était tellement belle, c'était tellement chargé que voilà, on est parti dans un fou rire et c'était très très drôle. Il y a des moments comme ça qui sont absolument merveilleux. Les 2 premiers ont été dirigés par Jenny Gérard et le 3e par Michel Dorin. En fait, chaque directeur artistique t'amène à une façon de construire le personnage qui lui est propre par rapport à ce que tu proposes à l'instant, à la première prise. Il te guide et il t'amène à ce qu'il considère être essentiel. C'est 2 natures totalement différentes. Jenny et Michel, c'est 2 façons de travailler différentes. Le tout après, c'est le rendu, comment on arrive au même point, comment on arrive à rendre compte du film, avec des personnalités différentes. Et c'est ça qui est très, très amusant, c'est la richesse de ce métier. Parce qu'il y a un rapport intime qui se fait entre le comédien qui vient doubler et le comédien qu'il a à l'écran. Donc il y a déjà ce premier rapport, mais qui est un rapport intime du comédien doubleur avec le comédien auquel il va prêter sa voix. En revanche, après, pour le travail, c'est s'adapter effectivement et travailler en équipe avec le directeur de plateau, puisque si d'abord il y a un rapport direct avec le comédien original, notre travail est un travail qui se fait sur le plateau en équipe avec le directeur de plateau et l'ingénieur du son, bien sûr. Voilà. Donc la personnalité du directeur de plateau, de la directrice de plateau est très importante. Je suis arrivé donc sur le doublage de Dark Knight Rises par casting, puisque initialement c'est Baudrier qui devait doubler le personnage de Bane. Je ne sais pas trop exactement comment ça s'est passé. Je sais qu'après, donc de toute façon, Warner a décidé de faire un casting pour ce personnage. Il se trouve que j'avais doublé Tom Hardy précédemment dans un film qui n'est pas sorti, qui doit sortir en septembre, qui s'appelle Lawless, Les Hommes sans loi. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai essayé de trouver les personnes concernées. Je suis entré en contact avec Michel Dorin, qui m'a donné rendez-vous pour un casting, pour des essais. Je suis allé passer les essais. Je suis arrivé apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, le dernier jour, le dernier casting. J'étais le dernier qu'il voyait. Et ça fonctionnait. Donc voilà. Dès le lendemain matin, j'ai su que j'allais travailler sur le film. C'est vrai que le personnage de Bane dans la BD, dans Nightfall par exemple, il est absolument gigantesque. En plus, quand il s'injecte le venin, dans Dark Knight, il est épais. Et vocalement, pareil, il a fait un travail assez incroyable. C'est très original ce qu'il a fait. Très très original. Tellement original, effectivement, que moi, en français, il a fallu que je trouve quelque chose d'aussi original, mais je ne pouvais pas, encore une fois, coller complètement à ce qu'il avait fait. Donc il a fallu que je trouve autre chose, un autre biais, peut-être moins modulé, mais voilà, c'est assez bizarre. Je ne pourrais pas mettre forcément des mots dessus. À un moment, on sait qu'on l'a trouvé en essayant différentes choses, etc. etc. Voilà, à un moment, avec Michel, on s'est dit, là on tient le Bane français, qui est fidèle finalement au Bane anglais, sans ces modulations et avec d'autres choses. Voilà, on a construit le personnage autrement. Et après, l'ingénieur du son sur le plateau travaillait déjà un peu ma voix. J'avais un micro sur le visage, ce qui est assez rare, et un micro en face de moi, donc qui captait vraiment tout, les projections et les trucs très très proches. Et ensuite, il travaillait sur une forme de saturation du son pour se rapprocher un peu du résultat de Bane à l'écran. Il se trouve qu'après, ma voix a été de toute façon envoyée en studio à Londres et que les effets de voix ont été mis sur ma voix, comme pour toutes les versions internationales, espagnoles, italiennes et j'en passe.
On a eu une version au début qui était une version anti-piratage avec donc des cartouches qui se baladent comme ça sur les visages et pouf, qui disparaissent au moment où ton personnage ne parle plus, alors que tu vis, alors qu'il y a des respirations. Quand l'autre parle, tu l'écoutes, tu vois, et donc ton personnage s'éteint, il est là, il se rallume, il est là, pouf. Et c'est une espèce de condition de boulot assez éprouvante parce que oui, on avait vu le film auparavant, donc on pouvait savoir se rappeler ce que c'était, mais sur l'instant tu l'as pas ça, donc c'est autant de choses qu'il faut te remémorer, faire un travail de mémoire, c'est moins intéressant que faire un travail instinctif de ce que tu perçois tout de suite. Donc on a commencé avec ces copies-là, et après est arrivée la bonne copie. Donc on a pu bosser très très confortablement après. J'ai travaillé seul moi sur le doublage, on ne s'est pas croisé avec les autres acteurs. En plus apparemment j'ai été un des premiers à faire le doublage, donc je n'ai même pas pu entendre le travail des autres comédiens sur le doublage. Là pour le dernier j'ai enregistré seul. Parce qu'il y avait des scènes avec différents partenaires et comme il y avait aussi des questions de déformation de voix, pas tellement pour Gordon mais pour Bruce, etc. C'était plus simple de le faire à part, de le faire seul. Quand on travaille, quand j'arrive sur une scène et que mon partenaire a déjà été fait, je fais une première version, après on écoute avec ma voix et celle de mon partenaire et on voit si ça match ou pas, tu vois, dans l'intelligence des dialogues, il faut que ça se parle, il faut que ça se réponde. Donc une inflexion de questions, elle peut avoir 10 aspects différents. Et par contre, il n'y en a qu'un seul qui marche avec la façon dont j'ai fait ma réponse. Tu vois, donc il faut trouver l'intention juste qui correspond à ce qu'a joué mon partenaire. Donc des fois, on corrige aussi en fonction de ça. Les enregistrements dans l'ensemble se passent quand on peut le faire à plusieurs, enfin à deux. Disons, quand on a des scènes comme Michael Caine a souvent des scènes avec Batman, enfin Bruce. Donc on s'efforce de les faire ensemble. Quand il y a des scènes avec d'autres personnages, on n'enregistre pas forcément le même jour, mais on revient. Si le comédien n'était pas libre le jour, on était là sur un autre jour, de façon à être ensemble. Ce qui donne un meilleur résultat que quand on fait chacun son texte d'un côté et un autre comédien un autre jour. Ça se répond, quoi. Je veux dire, ça parle ensemble, c'est quand même le principe, le meilleur principe. Et quand on fait un doublage, c'est le rôle du directeur de plateau. C'est lui qui est le relais. Nous, on a une perception très rapide, très instinctive du jeu, voilà. Et donc, c'est plus un rapport de réactivité comme ça et d'appréhension du personnage très rapide plutôt qu'un vrai travail d'analyse. Le vrai travail d'analyse, il est fait, il est censé être fait par le directeur de plateau qui, lui, suit le fil de son film. Quand vous venez sur une journée que vous ne savez pas ce qui se passe avant, après dans le film, puisque vous faites vos scènes de façon séparée, c'est très difficile d'avoir ce jugement sur la continuité. En fait, comme on a eu des contraintes techniques assez précises sur ce film-là, on a commencé sur certaines scènes de Batman, mais on n'avait plus assez de matériel pour travailler l'ensemble du film, donc on est reparti sur des scènes de Bruce Wayne et on a matché l'une l'autre. Très gros travail, énormément de travail, mais dans une très bonne ambiance là, avec Michel, c'était très agréable. Et avec le temps de faire un travail, je pense, correct. On a eu le temps de travailler les scènes, de les reprendre, voilà. Ça a été beaucoup de boulot, si. La seule anecdote que je pourrais donner, c'est que le dernier jour de doublage, on avait prévu une journée, j'ai mis 2 jours et demi à le faire. Et le dernier jour de doublage, je suis sorti complètement à fond. On avait gardé toutes les scènes où il hurle vraiment pour la fin. Et quand on passe 9 heures dans un Audi non-stop à bosser, à la fin de la journée, la voix elle fatigue. Et voilà, je suis sorti, je ne pouvais plus parler, mes potes m'ont vu arriver, je ne pouvais même pas leur dire pourquoi j'étais à faune, pourquoi j'avais plus de voix. Ça fait plaisir, ces moments où dans le doublage on se dit qu'on fait son métier de comédien. On a eu une chance folle, c'était d'aller voir le film 1 mois et demi avant, 2 mois avant, à Londres,
justement, on savait qu'on allait travailler dans des conditions anti-piratage assez complexes. Et la Warner nous a fait ce plaisir de nous emmener à Londres pour voir le film dans de très bonnes conditions avec une copie impeccable. Et j'étais tout excité dans le train en me disant pourvu que la fin se soit comme ça, pourvu qu'il fasse ça, pourvu qu'il fasse ça. Et ça me paraissait cohérent qu'il fasse une fin précise. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu que c'était exactement la fin dont je rêvais. Donc en tant que spectateur, j'étais absolument comblé.